bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. On commence un petit peu en avance, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, en effet, je vais vous parler de prospective, espace prospective, donc un travail que conduit l'Institut de l'horticulture, Astre d'Or, sur le thème des fleurs comestibles. Avec un titre un petit peu racoleur, j'en conviens, mais on est là justement pour vous montrer que l'innovation, quelquefois, est dans des démarches très proches de ce qui se passe avec les cabinets de tendance ou en entreprise. Donc, un programme qui est développé par trois stations au niveau de l'Institut. Une station qui est située dans le Grand Est. J'ai perdu mon... Ah, ça ne fonctionne pas. Bon, mon laser ne fonctionne pas sur l'écran. Vous le voyez? Bon, c'est pas grave. De toute façon, Arexor Grand Est, et deux stations qui sont situées dans le bassin méditerranéen de l'Institut Scrad et Créate. Juste pour vous rappeler, le rôle de ces stations, c'est d'essayer des innovations, de prendre des risques à la place des producteurs, et quand une innovation fonctionne, de le transférer en entreprise. Et c'est là où on travaille en matière de prospective, puisqu'on essaye d'imaginer l'horticulture du futur. C'est un programme qui est conduit au niveau national avec des financements France Agrimer et Valor, il faut quand même les citer, c'est eux qui nous payent, et également des programmes locaux, région PACA notamment. Globalement, mon exposé va se dérouler en trois grandes phases. Tout d'abord, quelques rappels sur les fleurs comestibles. Vous n'êtes pas tout à fait, je pense, sensibilisé à ce sujet-là. Ensuite, on verra un petit peu notre travail, l'idée de conception commune des innovations. Et puis à 7h, midi et demi, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on mange, puisque de toute façon, c'est un peu l'objectif des fleurs comestibles. Alors, d'abord, quelques rappels sur la filière. Je vous ai présenté ici la filière générale de production, pour vous montrer un petit peu sa complexité et sa structuration. On voit qu'on part de producteurs de graines, de boutures, qui vont fournir des jeunes plants, ou être des producteurs de jeunes plants, qui vont vendre à des producteurs de fleurs, qui vont vendre à des grossistes ou des détaillants, qui vont vendre à des restaurateurs ou transformateurs, et qui eux-mêmes vont toucher le producteur final. Autour de cette chaîne de production de la fleur comestible, vous trouvez des obtenteurs de matériel et de végétaux, des structures de conseil et des stations de recherche. Alors cette structuration-là vous montre qu'en fait chacun est le client de l'autre, et chaque innovation faite chez un va être une innovation pour l'autre. Et donc, dans le cadre de cette chaîne de production, une innovation ici va entraîner une cascade d'innovations et va peut-être arriver jusqu'au consommateur final. Je passe très rapidement sur la production importée, parce que la fleur comestible, ils sont produits dans d'autres pays, Israël, Allemagne, Pays-Bas également, avec des grandes sociétés comme Coopert. Donc nous, on est ici quand même pour parler du développement de la production française, Fleur de France, c'est lancé actuellement, c'était lancé il y a quelques minutes. Donc on va plutôt s'intéresser à des filières nationales. Alors quelques mots sur les fleurs comestibles. Tout d'abord, vous savez qu'on mange les roses, les fleurs d'orange, les courgettes, les violettes, toutes ces choses-là, ce sont des noms déjà connus, simplement parce que la fleur comestible, c'est connu depuis la plus haute antiquité, en Inde, en Chine. Au niveau européen, les Grecs et Romains connaissaient déjà les fleurs comestibles, les soucis, les bourraches. Ça a été utilisé de tout temps. Alors, jusqu'au niveau médiéval en France, c'était plutôt à vocation, on va dire, médicinale plus qu'alimentaire, jusqu'à ce qu'un certain Nostradamus fasse un petit traité, alors c'était un docteur, fasse un petit traité sur l'usage des fleurs en matière de culinaire. Et donc on a vu se développer la fleur comestible dans les pratiques culinaires courantes, avec un très grand déclin vers le XXe siècle. Et maintenant, ça redevient tendance. Tout à l'heure, on parlait de cycle. Je crois qu'on est dans un cycle où la fleur comestible revient. Et on estime qu'il y a à peu près sur les 200 000 fleurs existantes, seulement près de 250 qui seraient comestibles. Donc attention, fleurs comestibles c'est tendance, mais il ne faut pas manger n'importe quoi. Je vous parle notamment du muguet parce qu'il existe des arômes artificiels qui vont recréer les goûts qu'on va trouver dans les fleurs. Il existe des arômes artificiels de muguet, eux sont comestibles, pas la fleur. Vous n'en mangeriez qu'une seule fois. Alors la fleur peut être utilisée fraîche ou cuite, c'est-à-dire naturelle ou transformée, entière ou en morceaux. Vous allez pouvoir la retrouver classiquement dans des décorations, des arômes, en salade et autres. Et à chaque fois, on va chercher des saveurs, des odeurs bien sûr, et un volet esthétique, une originalité, une élégance. Donc en fait, ce qu'on va chercher dans la fleur, c'est qu'elle soit belle et bonne. Si elle n'est que belle, elle sera susceptible d'être rapidement éliminée quand il faudra faire des économies et on trouvera d'autres moyens de décorer.
Si elle est bonne, elle va être intégrée, inclue dans le plat, et elle apportera quelque chose en plus, donc elle sera un petit peu plus indispensable. Autre chose sur les fleurs comestibles, il faut savoir qu'elles ont quand même un potentiel en matière d'alimentation. Elles apportent des micronutriments et également vitamines et minéraux. Donc ça, c'est très tendance. Voilà, si on se met à communiquer là-dessus, on risque de voir se développer le marché de la fleur comestible. Je vous cite par exemple la capucine et ses vitamines, ou la bourrache avec les différents pigments. Par contre, la fleur comestible, quand vous essayez d'en trouver, se pose la question de la fourniture. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Savez-vous où trouver des fleurs comestibles? Alors, je raye tout de suite la partie des fleurs séchées, ça vous en trouvez partout, dans les herboristeries, dans les grandes surfaces, mais des fleurs fraîches. Où trouverez de la fleur fraîche? Alors souvent, quand on va sur Internet, on dit bah, produisez-la vous-même, comme ça au moins vous saurez ce que vous aurez, elle sera très fraîche. Mais on ne peut pas imaginer une filière qui fonctionne que par produisez-la vous-même. Donc on trouve quand même de la fleur comestible chez certains marchands de fruits et légumes un peu spécialisés, alors qu'ils soient grossistes ou non. On en trouve également dans des rayons d'épicerie fine, donc sur des marchés vraiment tout à fait de niche. Et puis sur Internet, des ventes directes d'un producteur à ses consommateurs. Donc bon, nous dans la région sud, on a un producteur qui s'appelle Oda, qui est reconnu sur la fleur comestible tant via les grossistes que par ces rayons de vente directe. On en trouve aussi dans certaines chaînes de magasins qui ont bien senti le créneau et qui commencent à faire apparaître des fleurs comestibles. Alors Métro, c'est plus dirigé vers les professionnels, mais des grandes surfaces comme Grand Frais vous présentent de la fleur comestible dans leur gamme. Donc c'est quelque chose qui est tendance. Alors la fleur comestible, c'est donc connu. Alors la question, c'est pourquoi un programme? Qu'est-ce que l'Institut vient faire dans la fleur comestible? Alors, d'un point de vue de la production, c'est une démarche qui a déjà été engagée par certains producteurs. Démarche un peu indépendante, pas très structurée. Nous ne disposons d'aucune statistique de fleurs comestibles. Mais pour beaucoup d'entreprises, la fleur comestible est intéressante. Pourquoi? Parce que souvent, ça va concerner des producteurs de fleurs ornementales classiques qui sont confrontés à d'abord une évolution des tendances marché et également une très forte concurrence internationale sur les produits phares que sont la rose, le gerbera, l'alstromer et autres. Donc, besoin d'innovation. Il faut aussi essayer de se différencier de nos concurrents internationaux. Donc là encore, besoin de différenciation avec des produits innovants. Alors sous le terme produit innovant, on comprend les choses qui sont peu ou pas produites. Ça peut être innovant mais déjà connu, je précise. Il y a aussi au niveau de nos entreprises un besoin de compétitivité nette et donc des nécessités d'augmenter les chiffres d'affaires au mètre carré pour amortir tous les investissements. Et là, la fleur comestible peut aussi être un créneau nouveau qui va nous permettre d'utiliser des abris, des outils de production, alors qu'avant ils étaient vides. Donc, au niveau de la production, un besoin d'innovation, un besoin de développer de nouvelles productions, avec de nouveaux débouchés. D'un point de vue des utilisateurs, autre manière de voir le produit commercial, c'est assez peu développé au niveau du grand public. Nous, on a fait également des essais. Il y a même des gens à qui vous ne ferez jamais manger une fleur, même si vous la mangez devant eux. C'est beaucoup plus en vogue au niveau des restaurateurs, donc des gens qui vont apporter et travailler le produit, et au niveau des transformateurs. Mais ces gens-là donc ont une demande de nouveautés de façon à suivre les modes. Demande de façon à se différencier sur le marché. Eux aussi ont besoin de se différencier du restaurant d'à côté ou du transformateur agroalimentaire d'à côté. Donc ils ont aussi ce petit besoin d'innovation. Et puis il y a aussi les évolutions de comportement alimentaire. Quand on dira manger de la bourrache c'est très bon, eh ben, tout le monde va se mettre à manger de la bourrache. Donc il y a au niveau de l'aval des utilisateurs un besoin ou une envie d'innovation. Et si on fait le bilan dans l'ensemble, on s'aperçoit que pour des raisons ou de besoins totalement divers, tout le monde a besoin d'innover et va demander ce produit nouveau. Alors, amont et aval ont une demande, comment la satisfaire? Notre démarche, elle est simple, il y a déjà beaucoup de références qui existent, tant botaniques que culinaires, sur les fleurs comestibles. Il y a même déjà des stations de l'Institut qui ont travaillé ça depuis 2007, même jusqu'à nos jours, on en fait partie. Mais pour développer et penser un marché pour le futur, il faut un petit peu plus que ça. D'abord, il faut connaître ses clients. Enfin, l'idée, c'est quelle est vraiment la demande. Donc, il y a une démarche prospective à faire. Qui sont mes clients? Que demandent-ils? Il faut aussi connaître l'offre, parce que c'est bien de dire on va faire des fleurs comestibles, mais finalement, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Donc, être capable de caractériser l'offre. Quelle gamme?
quelle technique de production, puisque là on est quand même sur un secteur un peu particulier, la fleur comestible, zéro produit phytosanitaire homologué, mais une qualité qui doit être irréprochable. Donc est-ce qu'on va être capable finalement de satisfaire les demandes? Est-ce qu'on va pouvoir être capable de conditionner de façon à ce que ce soit rentable? Donc là aussi pas mal de questions. Et un dernier point, le volet distribution. Il ne faut pas les oublier, entre le producteur et l'acheteur, il y a quelqu'un qui à un moment va transporter votre produit. Et eux aussi ont des exigences et eux aussi doivent être satisfaits d'un point de vue financier et technique. Donc il est indispensable de concevoir nos innovations, de concevoir le futur en intégrant tous ces besoins. Alors, de nombreuses données à acquérir. Et notre objectif, c'est de satisfaire tous les acteurs de cette filière que je vous ai montré, qui est linéaire, hein, filière de production, de les satisfaire techniquement et économiquement, de façon à assurer un avenir à notre innovation. Faire que ce soit un projet partagé par tous, et que ce ne soit pas simplement quelqu'un qui a une idée et qui va forcer les autres ou buter contre un refus. Donc l'enjeu, en fait, c'est de disposer d'une méthodologie qui soit efficace, pour prendre en compte les besoins et être capable de faire une démarche prospective pour savoir ce que seront les besoins plus tard. Donc le principe qui a été mis en place, c'est d'arrêter de travailler comme on travaillait avant. Pour nous, ça a été un peu une révolution. Alors c'est appliqué également sur le programme fleurs coupées ornementales. Arrêter d'innover en linéaire, c'est-à-dire le producteur innove pour son grossiste qui lui-même va aller voir son fleuriste en lui disant tiens j'ai tel nouveau produit, parce qu'on cumule les freins à chaque fois, et on cumule les petites barrières à sauter, à la fin c'est pénible. Et donc on est parti sur une conception commune de l'innovation. Alors bien sûr au centre il y a les stations de l'Institut, dont vous reconnaissez le nouveau logo, et l'idée c'est que dès le départ de la réflexion sur la fleur, comestible en l'occurrence, on intègre l'ensemble des gens qui sont susceptibles d'être un frein à cette innovation. On prenne en compte leurs besoins, leurs desiderata, et qu'on intègre tout ça, et qu'à la fin, on arrive à un produit qui correspondra au consommateur. Alors, prendre la tendance à la source, voilà, de façon à être sûr de satisfaire tout le monde du premier coup, et sur un peu le principe, vous connaissez le slogan, je l'ai rêvé, là c'est Astre d'Or l'a fait, voilà. Bon, on me pardonnera. Alors le projet est en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'étude de l'aval. En fait, c'est un peu savoir où on va. Pourquoi? Parce que nous travaillons principalement sur l'ornement classique. Et donc les restaurateurs, c'est un marché un peu nouveau. Les transformateurs, c'est un marché nouveau. Donc savoir un peu qui sont ces gens qui techniquement sont nos clients. Hein. Voilà. Donc ça dénote quand même quelque chose au niveau de la filière. Quelquefois des incompréhensions entre l'aval et l'amont. Au moins des inconnus. Donc typologie de ces professionnels. La deuxième phase qui est bien plus importante et qui s'appuie aussi sur ces premières relations, c'est créer un réseau de professionnels amont-aval qui vont être d'accord pour travailler ensemble à la conception des innovations. Tout le monde, chez les restaurateurs, n'est pas intéressé, et on le verra par la suite, par la fleur comestible ou par travailler sur l'innovation, tout comme tous les grossistes ne sont pas intéressés par de nouvelles fleurs coupées. Il faut trouver les locomotives qui tireront le train, comme on dit à chaque fois. Le troisième point, c'est ce qu'on a appelé la co-conception. C'est un terme très joli, c'est bien dans les dossiers pour faire passer les projets, mais globalement, ça correspond à quoi? Une conception commune de l'innovation et travailler ensemble. Donc, on va imaginer tout ensemble un prototype et ensuite, on va voir techniquement si on arrive à valider techniquement et économiquement ce prototype. C'est exactement ce qui se passe dans toutes les filières, industrie, etc. On crée des prototypes, on les teste et quand ça marche ou s'il y a des morceaux qui sont intéressants, c'est valorisé par la suite dans un produit final. Donc, co-conception de ces prototypes produits. Donc là, je ne parle plus de fleurs. Vous avez vu, on a quitté la notion de fleurs. Hein. Prototype produit et ensuite validation commerciale parce qu'on conçoit quelque chose. Derrière, il faut regarder que ça fonctionne bien. Et c'est une dernière étape où notre innovation peut très bien être rejetée. Donc, à terme, ça va développer de nouveautés commerciales et bien sûr de la communication, ce que je suis en train de faire devant vous. Alors, globalement, quelques images, parce qu'on parle, mais il faut être capable de passer de ça c'est ce qu'on a chez le professionnel, une culture, avec des plantes. Réussir à arriver là, ça c'est le produit que va utiliser le restaurateur, donc c'est la fleur qu'il utilisera comme il voudra. Moi je ne sais pas, c'est pas mon métier, donc c'est à lui de savoir s'il y a un intérêt. Et tous ensemble de définir ça c'est ce qui va être échangé. C'est le produit final, c'est l'innovation.
C'est ce pourquoi le restaurateur sera capable de dire je mets tel prix sur ce produit et le producteur serait capable de dire je fais ce produit et le prix me convient. Voilà. Donc c'est un pack complet, c'est de la technique et c'est de l'économique. C'est ce qu'on fait dans nos stations puisqu'on est là sur le développement agricole. Alors, les systèmes de communication au sein de la filière reposent principalement sur des systèmes d'enquête. On a un petit panel, donc le but du jeu c'est de créer un panel de clients, on va dire, et de travailler avec eux sur des enquêtes. Alors les enquêtes vont être plus ou moins ciblées. Des enquêtes à large spectre pour avoir un petit peu une idée des grandes tendances. Alors je ne vais pas parler de tendances parce que j'ai des professionnels de l'autre côté et je me ferai découper. On n'a pas non plus, on n'est pas des cabinets de tendance, mais c'est au moins apercevoir les grandes idées. Et ensuite, des enquêtes beaucoup plus ciblées sur les produits. Et là, c'est notre manière de communiquer au sein de la filière. Donc des échantillons qui sont envoyés, des enquêtes, des questionnaires. Et ça circule en continu jusqu'à ce qu'on arrive à bloquer un produit. Donc ça, c'est notre manière de discuter. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quoi? Faire un prototype. Faire un prototype, ça va être des allers-retours produits et informations au sein de tous ces acteurs pour d'abord parler de l'intérêt culinaire de la fleur. S'il n'y a pas d'intérêt, la démarche s'arrête tout de suite. Et tout à l'heure, j'entendais un exposé sur les tendances. Est-ce que moi, je suis capable de juger de l'intérêt culinaire d'une fleur? Moi, je vais la trouver bonne, mais j'ai mes propres goûts. Bon, déjà, je ne sens pas le goût amer, donc je vais la trouver bonne, je vous le fais goûter. Il y a 90% des gens qui s'évanouissent, notamment si c'est du muflier qui est très très amer. Bon, moi, je peux trouver quelque chose de bon, c'est pas pour autant que les clients ou les restaurateurs vont trouver ça bien. Donc, ce n'est pas moi qui vais pouvoir dire la fleur est intéressante. Donc déjà, premier échange, on valide la plante. Deuxième échange, est-ce qu'il est possible de produire et faire concorder l'offre et la demande? On va voir un petit peu ça par la suite. C'est la conception commune du produit. Et ensuite, est-ce qu'on a possibilité de rentabilité? Parce que c'est bien de dire tout le monde est content, mais derrière, il faut que le client soit capable de l'acheter et le producteur soit capable de la produire de façon rentable. Parce que des fleurs très intéressantes mais pas vendues, ça n'intéresse personne. Donc, on va travailler sur nos plantes et on va commencer en différentes étapes. D'abord, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'apporter de l'innovation. Donc, on va rechercher des espèces et des variétés innovantes et on va les présenter. Et on va nous dire, j'aime, j'aime pas. En gros, c'est ça. Si j'aime pas, fin de la discussion. Si j'aime, on pourra passer à l'étape suivante. Travailler les itinéraires de production de façon à pouvoir avoir des idées sur les conditions de culture, les systèmes de culture, les calendriers de plantation, calendriers de récolte, donc optimisation de la culture. Là, c'est très technique. En fait, ça n'intéresse pas du tout le restaurateur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la suite. Qualité sanitaire. Est-ce qu'on est capable d'avoir des fleurs zéro défaut? Ce qui va l'intéresser, c'est le type de conditionnement. Et ça, c'est intégré dans la démarche produit. C'est-à-dire qu'on quitte une démarche sur la fleur, sur le végétal, et on rentre sur une démarche produit final. Donc on va travailler le conditionnement. J'ai une barquette. Faut-il mettre 20 fleurs, 30 fleurs? Est-ce que je cueille à l'unité? Est-ce que je peux cueillir des rameaux, etc. C'est dans la discussion. Combien j'en mets par barquette? Type de conditionnement et la tenue du produit, bien sûr. Comme on fait sur la fleur coupée, il y a une notion de tenue de la fleur. Et également des données économiques, parce que notre préétude, elle va pouvoir normalement déboucher à j'ai une idée du rendement au mètre carré attendu, j'ai une idée du temps de récolte, donc je peux me faire à peu près une idée du prix de ma barquette, compte tenu de ce que j'ai élaboré avec mon client. Et lui derrière, eh ben, il va me dire, bah voilà, moi ça, je suis prêt à le payer tant. Et avec toutes ces données-là, on est capable de faire des prototypes, donc des projets de produits, et des avant-goûts de coûts de production. On n'est pas encore dans le très détaillé. Mais c'est comme ça qu'on va travailler. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on mange? Je vous ai mis une belle liste parce que dans l'Institut, nous on travaille, c'est de la botanique. Là, je vous ai mis les noms des genres. On n'est pas rentré jusqu'au détail de la variété parce qu'on s'y perdrait. On a travaillé avec 3 genres communs au niveau des stations. Le tulbagia, qui connaît le tulbagia? Voilà, je le savais. De toute façon, c'est une plante qui est très peu connue. Enfin, si, elle est connue en espace vert, notamment dans la zone sud. Mais nous, on a travaillé des variétés qui ont différents goûts, différentes zones. On a travaillé aussi le cresson de para. Alors, cresson de para, qui connaît le cresson de para? Encore raté. Voilà, ça, c'est une plante qui a un marché très spécifique. Ça pique à la bouche, ça a un goût vraiment extraordinaire. Un usage très faible, mais bon, voilà. Les pélargoniums, là, normalement, tout le monde devrait lever la main. Voilà, pélargonium. Alors, il faut savoir qu'il y a des goûts fabuleux dans les pélargoniums. Les capucines, ça aussi, tout le monde connaît la capucine. Le bégonia, qui savait qu'on mangeait le bégonia? Ah, bien, quand même, voilà. Alors, les bégonias,
c'est là où ça a été le plus simple parce que c'est déjà connu. On est allé, c'est pour ça que sur le bégonia, on a été beaucoup plus en avance. Les tagettes, c'est connu, hein, il faut savoir que les tagettes, on trouve du gros tagette, du tout petit tagette. On trouve une gamme énorme de coloris, une gamme énorme de goûts. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver les plus intéressants dans tout ça. Je passe sur les fleurs spécifiques par station. On avait le droit de se lâcher un petit peu dans l'innovation. Et par exemple, nous, au Scrad, on a travaillé 43 taxons, c'est-à-dire genres et variétés. Le principe étant d'envoyer des échantillons et qu'on nous dise j'aime, j'aime pas. Alors à ce jeu-là, on perd assez souvent. C'est pour ça que c'est les stations qui font cette démarche et moins les producteurs, parce que quand on perd, ben, on a passé beaucoup de temps pour rien. Mais c'est notre rôle, on est financé pour ça. Quelques réalisations concrètes quand même, parce que le programme a commencé l'année dernière, on a quand même pas mal avancé. Alors finalement, on s'aperçoit qu'on a une marge de progrès assez intéressante, puisque ça, c'est les enquêtes qui ont été faites dans le grand test. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'on aura les mêmes résultats dans le sud? En l'occurrence, sur ce thème-là, oui. On a à peu près 80% des gens qui ne connaissent pas les fleurs comestibles, donc a priori une marge de progrès intéressante. Euh, il y en a, parmi ceux qui les connaissent, vous voyez, 20%, ben en fait, il n'y en a que 12 qui les utilisent. Alors il faudra se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est que les autres, finalement, ne savent pas les utiliser? Parce qu'une innovation, ben, il faut aussi savoir l'utiliser, hein. Donc, est-ce qu'il faut ensuite former les restaurateurs à l'usage de ces nouveaux produits? Ou alors, est-ce qu'ils ne les utilisent pas parce que ça les embête? Ou alors c'est cher? Ça aussi, ça fait partie des différents critères. Et vous voyez quand même, 6,4% souhaitent les découvrir. Donc quand même, il y a une appréhension. Donc en matière de communication, il y a beaucoup de choses à faire, sachant qu'il y a deux freins qui ont été principaux, le prix et l'approvisionnement. Voilà, ça, c'est important. Autre résultat de notre enquête, comment sont utilisées ces fleurs? Alors, on voit que c'est principalement utilisé en entrée, après un petit peu en plat ou dessert, et surtout, si on regarde, pour beaucoup, c'est de la décoration ou de l'usage en salade, c'est-à-dire décoration de la salade. Voilà. Donc on a encore pas mal de choses à faire pour faire connaître le potentiel de goût des fleurs. Parce que les fleurs ont une gamme de goûts très intéressante, très variée, surtout quand on va chercher des trucs un peu au bout du monde. Et donc là, on a encore finalement une filière à développer. Quelques réalisations concrètes, eh bien, si on prend le cas du bégonia, alors c'est là où ça a été le plus facile, parce que bon, techniquement, on sait un peu produire les bégonias, et donc on a présenté ça à nos testeurs qui ont été emballés. Le bégonia, c'est craquant, c'est acidulé, vous avez du blanc, du rose, du rouge, enfin voilà, et avec un petit du jaune, et voilà, ça fait quelque chose de très très décoratif. Donc on avait réussi assez rapidement à mettre au point un prototype. Donc vous voyez, c'est très standardisé, récolte. On prend des petites inflorescences pour gagner du temps, parce que si on devait récolter fleur par fleur, on aurait des temps de récolte phénoménaux. Donc on a réussi à standardiser au niveau de la production, là, le conditionnement direct, fleurs très fragiles, on ne peut pas imaginer récolter, stocker en sac, etc. Donc tous ces gestes-là ont un coût, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On a une idée des productions, on a une idée du temps de récolte, donc vous voyez, 42 minutes par mètre carré. Donc on est déjà sur des productions de très faible surface, mais qui vont demander énormément de main-d'œuvre. Le prototype a été créé, validé, voilà, on s'est entendu sur 30 à 40 fleurs dans une petite barquette. Tout le monde est content. Maintenant, est-ce que quand on fait ça, finalement on arrive à le vendre? Parce que c'est ça la vraie question. Donc notre rôle a été d'aller un petit peu plus loin, je vous le présenterai. C'était de mettre en place des plantations expérimentales suffisamment conséquentes pour pouvoir répondre à un besoin, d'y répondre et on regarde si ça se vend comme on avait prévu. Un autre exemple, les zoonotaires. Alors les zoonotaires, on a présenté ça à 3 restaurateurs, alors c'est pas beaucoup, mais on n'en avait pas énormément. Le premier nous a dit bof, ça a un peu le goût de la mâche, mais autant mettre de la mâche, c'est moins cher. Le deuxième, il nous a dit oubliez-le, c'est pas terrible. Et le troisième, il a dit j'ai du mal à trouver le goût. Donc on a tout de suite arrêté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le présentera pas à d'autres restaurateurs, hein, parce qu'il y a quand même un aspect décoratif intéressant. Les tagettes, dans toute la gamme des tagettes, je vous parlerai que de celui qu'on a baptisé Mini India. Là, c'est pareil, si on arrive avec les noms latins dans la grande consommation, ça passe pas. Il faut des trucs qui marquent. Donc là, tout le monde a trouvé ça très intéressant. Un goût d'écorce de pamplemousse rose. Voilà. Donc là encore, besoin de partenaires pour caractériser tout ça. C'est pas moi qui suis capable de dire écorce pamplemousse rose. Donc on a conditionné tout ça. Donc là, on est sur un autre type de fleurs. On récolte au kilo et on conditionne par la suite dans des petites barquettes. On compte pas les fleurs, on les fait au poids. Le but du jeu étant d'aller très vite.
Le fameux tulbagha qu'on a vu tout à l'heure. Euh, Très intéressant. Alors, ça a un goût d'ail. Et selon les espèces et variétés, un ail plus ou moins prononcé. Donc, quand il est trop fort, vous allez l'utiliser en transformé. Et quand il est beaucoup plus doux, vous pouvez l'utiliser en décoration ou sur un petit canapé, etc. Il ne va pas vous emporter la bouche. Donc, des petites barquettes. Et tout ça, ben, on l'a apporté. Donc ça, c'est la phase co-conception du produit. La phase validation, ben, on a pu le faire sur des bégonias. Donc, vous voyez, c'est le genre de carton avec toutes nos barquettes qu'on apportait à un grossiste, à charge pour lui de le valoriser comme un produit. Donc, on lui avait fait les fiches techniques et autres. Et on voit un petit peu ce qu'on a pu commercialiser dans l'année, sans faire non plus un battage médiatique phénoménal. Alors, on s'aperçoit que c'est des quantités qui sont finalement assez intéressantes pour un premier coup où on n'a pas trop travaillé. On s'aperçoit aussi qu'il y a une saisonnalité. Alors nous, on est situé dans le sud. L'été, la population dans le Var, puisqu'on est situé dans le Var, la population est multipliée par 3 ou 4. Donc on a un pic de consommation et c'est là aussi où on va avoir une demande accrue. Variabilité selon les marchés également, puisque là on travaille avec un grossiste important, c'est Pomona, un des leaders des fruits et légumes. Et là on est passé, Pomona ne nous prenait plus rien, avec un autre grossiste beaucoup plus petit et beaucoup plus ciblé. Donc attention, produire oui, le produit va correspondre, mais il y a encore des inconnus sur le marché. Autres exemples, nos tulbagha, on s'aperçoit qu'on a eu des demandes en fait assez ponctuelles. Là on avait accroché un restaurateur qui l'avait mis à sa carte. Mais la carte, elle va changer tous les 2 mois. Donc ça, c'est quand même des éléments à connaître, parce que si vous avez une plante pérenne pour produire pendant 2 mois, les coûts de production ne sont pas les mêmes que si vous produisez pendant toute l'année, parce que là, on a accroché quelqu'un qui le laisse à sa carte. Voilà. Donc il y a quand même des inconnus. Les produits sont validés, pareil pour nos tagettes, mais il y a quand même des inconnus encore sur le marché. Et heureusement, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. Sinon, donc la démarche est efficace. On a des résultats, on a validé des nouveautés, on a validé des prototypes. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour progresser, mais en tout cas, ça nous a permis de valider ce concept de prospective en commun, faire réfléchir la filière en commun et faire innover la filière en commun. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci pour votre attention. Ouais,